Un groupe d'amis roule sur l'autoroute tard dans la nuit. Ils rentrent d'un concert et après avoir dansé et fait la fête toute la nuit, ils se sentent tous très fatigués. La radio est éteinte. Après avoir écouté tant de musique forte, le silence est agréable. Personne ne parle. À vrai dire, le conducteur remarque que sa petite amie assise à côté de lui et son ami assis sur la banquette arrière se sont endormis. Le conducteur veille à ne pas faire de même. La route est droite et l'autoroute déserte. Les paupières du conducteur commencent à devenir lourdes. Le sommeil commence à l'envahir. Il allume la radio et réduit le volume au minimum, mais il peine à rester éveillé. Il ne peut plus lutter. Ses yeux commencent à se fermer. À mesure qu'il s'endort, son pied appuie un peu plus sur l'accélérateur. La tête du conducteur bascule sur le côté. La voiture prend toujours un peu plus de vitesse. Elle commence à se déporter vers la droite et franchit la ligne blanche. Les pneus se retrouvent sur la terre battue et le conducteur se réveille brusquement à cause de ce changement soudain. Il remet rapidement la voiture sur la route. La secousse soudaine fait se réveiller les deux passagers. « Est-ce que tout va bien ?» Le conducteur leur répond qu'il a juste fait une embardée pour éviter un animal sur la route. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils peuvent se rendormir. Tandis que ses deux amis ferment les yeux et tentent de se rendormir, le conducteur remarque quelque chose. Des lumières sont apparues dans son rétroviseur, des phares. Il n'a pas remarqué qu'une voiture avait démarré ou accéléré pour se retrouver juste derrière lui. Il n'a pas dû s'en apercevoir quand il s'est assoupi. Son cœur bat encore la chamade depuis qu'il a quitté la route et il essaie de retrouver son calme. Mais cela n'est pas gagné, car lorsqu'il regarde à nouveau dans le rétroviseur, il aperçoit les lumières rouges et bleues d'une voiture de police clignoter derrière lui. « Oh mince, oh non, non, non », dit le conducteur à voix haute. Désormais, tout le monde est réveillé et conscient de la présence du policier. Ils deviennent nerveux et commencent à paniquer, sachant que toutes les activités auxquelles ils ont pris part au concert ne sont pas, à proprement parler, légales dans cet état. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande le conducteur. « Tu dois te garer » dit sa petite amie. Les sirènes de la voiture de police se déclenchent. C'est sérieux. Mais alors, quelque chose d'étrange se produit. Ils entendent une voix dans la voiture, venant de la radio. Le volume est trop faible pour qu'on puisse vraiment l'entendre. Mais quand le conducteur augmente le volume, le message est clair et net. C'est une voix rocailleuse qui répète la même phrase encore et encore. « Vous feriez mieux de courir ». Comment ce message peut-il être diffusé par la radio ? Il l'ignore, mais le passager à l'arrière est d'accord avec la voix. Ils doivent absolument courir. Ils doivent sortir d'ici. La petite amie du conducteur leur crie de se garer. La voiture de police accélère et se trouve juste derrière eux, presque au niveau de leur pare-choc. Lumière clignotante et sirène hurlante. Le conducteur ne sait pas quoi faire. Doit-il se garer ? Doit-il essayer de s'enfuir ? Tout le monde crie. Il commence à appuyer sur l'accélérateur, mais se ravise. Cette vieille voiture ne peut pas semer un policier. Finalement, il décide de freiner et commence à ranger la voiture sur le côté de la route. La voiture de police s'arrête derrière eux. Les sirènes sont éteintes, mais les lumières vives sont presque aveuglantes. Ils sont assis dans la voiture et attendent de connaître leur sort. Mais rien ne se passe. La voiture reste là, derrière eux. Après un moment, la porte de la voiture de police s'ouvre enfin. Les trois passagers regardent en silence un agent de la patrouille routière sortir et s'approcher de leur voiture. Le conducteur dit à tout le monde de se détendre, que tout va bien se passer. Mais le passager à l'arrière commence à paniquer. S'il est interpellé, il perdra sa bourse d'études. Il sera renvoyé de l'école, sa vie entière sera ruinée. L'agent de la patrouille routière arrive au niveau de la voiture. Bien qu'il soit tard dans la nuit, il porte des lunettes de soleil sombre d'aviateur qui couvrent la moitié de son visage. Il se tient devant la porte de la voiture et attend. Le conducteur nerveux et apeuré baisse sa vitre. Le policier ne bouge pas et ne réagit pas. Il reste debout à côté de la voiture. « Bonsoir, officier ?» dit le conducteur. Aucune réponse. Le conducteur se retourne et regarde sa petite amie, mais elle ne fait que hausser les épaules. Il se retourne alors en direction du policier. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Après un long silence, le patrouilleur réagit enfin. Il se penche et se rapproche, passant sa tête pratiquement par la fenêtre ouverte et place son visage crispé juste à côté de celui du conducteur. « Voulez-vous mon permis et ma carte grise ?» demande le conducteur. Le patrouilleur ne répond pas. Il lève le bras et saisit lentement le côté de ses lunettes de soleil. Il les baisse et le conducteur découvre une paire d'yeux brillants, rouges et lumineux. Des yeux diaboliques.
Tout le monde dans la voiture se met à crier lorsque la chose qui se tient devant eux ouvre sa bouche pour dévoiler un grand trou noir, béant, sans gencives, ni dents, un horrible vide sur son visage qui leur répond en hurlant. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, il ne s'agissait pas d'un contrôle routier normal, pas plus que d'un agent de police normal. Non, l'entité que ce groupe de jeunes adultes a rencontré ce soir-là était une entité que des dizaines de personnes avant eux ont eu la même malchance de rencontrer, et une entité dont la fondation SCP essaie activement d'empêcher le comportement effrayant et dangereux. Voici le SCP-973. Le SCP-973 n'est pas une, mais en fait 2 entités distinctes. La première, désignée SCP-973-1, est une voiture de police qui semble être un modèle semblable à ceux utilisés par les policiers fédéraux au début des années 70. Son état est conforme à ce que l'on pourrait attendre d'un véhicule de près de 50 ans, qui a été bien utilisé et qui est dans un état de délabrement avancé. Ceux qui ont vu le SCP-973-1 ont décrit la voiture de police comme ayant de nombreuses bosses sur les portes et le capot, des fissures dans le pare-brise, de nombreux points de rouille et un pare-choc arrière semblant être maintenu par du ruban adhésif. Le conducteur et seul occupant du véhicule a été désigné SCP-973-2. Cette créature humanoïde ressemble à un homme caucasien d'une quarantaine d'années. Il est vêtu d'un uniforme de policier fédéral qui, comme le SCP-973-1, semble également daté du début des années 1970, et des témoins l'ont décrit comme étant légèrement en surpoids, chauve et portant une moustache. La voiture anormale et son conducteur apparaissent la nuit à un endroit précis, le long d'une autoroute américaine spécifique. On ne sait pas exactement ce qui pousse le SCP-973 à se montrer sur cette route, mais les chercheurs de la Fondation ont émis l'hypothèse que son apparition pourrait avoir lieu lorsqu'un véhicule accélère au-delà d'une certaine vitesse. Vous croyez peut-être que vous êtes en sécurité si vous restez en dessous d'une certaine vitesse, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. On ne sait pas exactement quelle est la limite de vitesse qu'il faut franchir pour que le SCP-973 apparaisse, les rapports faisant état de vitesse allant de 55 à 110 km/h. Mais lorsque cela se produit, le conducteur se rend compte qu'il est désormais une cible. Le SCP-973 se matérialise à environ un demi-kilomètre derrière le véhicule ciblé et s'en approche à grande vitesse. La sirène du SCP-973-1 se déclenche et ses gyrophares clignotent. Le SCP-973-1 diffuse ensuite un message à la voiture ciblée, qui est capté par la radio de la voiture. Un message qui incite le conducteur à courir, souvent accompagné de quelques jurons. Dans la plupart des cas, le véhicule ciblé suivra les instructions données par la radio et prendra la fuite. Il est peu probable que cela soit dû à un effet mémétique. Il semblerait plutôt que la plupart fuient par simple peur. Le SCP-973 suivra alors la voiture ciblée et se lancera dans une poursuite à grande vitesse. Cependant, quelle que soit la vitesse de la voiture ciblée, la voiture de police du SCP-973-1 sera toujours plus rapide et il ne lui faut généralement pas plus de 6 minutes pour rattraper la voiture cible. Le SCP-973 semble n'avoir aucun scrupule à percuter la voiture en fuite, ce qui explique probablement les dommages importants présents sur la voiture de patrouille. Bien que l'on ne sache pas exactement ce qui se passe une fois que le SCP-973 force le véhicule ciblé à s'arrêter, que ce soit de son propre chef ou en étant poussé hors de la route, le résultat est assez troublant. Le véhicule qui s'est enfui sera plus tard localisé quelque part près du lieu de reproduction du SCP-973, généralement à environ 6 km de la route. On ne sait pas si les véhicules retrouvés si loin de la route y sont allés dans un mouvement de panique ou s'ils ont été transportés là par des moyens anormaux. Ce qui est certain, c'est que les occupants de ces voitures connaissent un sort effroyable. Leurs corps présentent des traces de violence et d'agression sévères, notamment des éviscérations, et certains ont été si gravement mutilés et lacérés que toute identification est rendue impossible. Les véhicules sont également très endommagés et présentent des traces d'impact avec un autre véhicule. En outre, d'importantes brûlures sont souvent présentes à l'intérieur. Jusqu'à présent, plus de 34 personnes et 19 véhicules ont été identifiés comme étant des victimes du SCP-973. Mais il est probable que le nombre réel soit beaucoup plus élevé. Le plus terrifiant, c'est que certaines des victimes ont survécu. La Fondation a retrouvé 5 individus sur les lieux des attaques du SCP-973, qui en plus de leurs terribles blessures physiques, souffrent également de différentes formes de traumatisme psychologique. Mais pourquoi ne pas simplement détruire la route sur laquelle le SCP-973 apparaît, vous demandez-vous? Eh bien, la Fondation a eu la même idée,
et en 1983, la section de l'autoroute fréquentée par le SCP-973 a été rasée pour tenter de l'empêcher de se manifester. Mais cette tentative a échoué. Tout cela a conduit le SCP-973 à changer de lieu, où il a aussitôt reproduit son comportement meurtrier. De nombreuses tentatives ont également été entreprises pour essayer de capturer les SCP-973-1 et 2. Lors de l'une d'entre elles, plusieurs équipes de spécialistes du confinement de la Fondation SCP ont été envoyées sur un tronçon d'autoroute, avec pour mission de maîtriser et de contenir l'anomalie. Après de multiples tentatives en vue de faire apparaître le SCP-973, en conduisant sur l'autoroute à différentes vitesses, une voiture transportant plusieurs agents a finalement réussi. Ils ont alors repéré les lumières rouges et bleues du SCP-973-1 derrière eux et le message leur demandant de se mettre à courir est passé à la radio. Sans prévenir, la voiture de police anormale s'est rapprochée d'eux, encore plus rapidement que ce à quoi les agents s'attendaient, et a immédiatement commencé à percuter leur voiture. Une camionnette remplie de spécialistes du confinement supplémentaires a été envoyée sur place pour les aider. Lorsqu'elle a atteint la zone où le GPS de la voiture poursuivie les avait conduits, les spécialistes ont constaté qu'il était trop tard. Le SCP-973 avait poussé la voiture des agents hors de la route et était en train de déchiqueter leur corps sans ménagement. Les spécialistes du confinement ont immédiatement ouvert le feu sur le SCP-973 pour tenter de sauver leurs collègues de la Fondation. Les armes de l'équipe semblent avoir infligé quelques blessures au SCP-973-2, ce qui montre qu'il est peut-être vulnérable à des dommages plus conséquents, tout comme l'est le véhicule 973-1. Dans une interview postérieure à la mission, l'un des agents a décrit la nouvelle apparence du SCP-973. Ses yeux étaient rouges, et sa bouche, c'était juste un trou noir. Pas de dents, pas de langue, juste un trou. Il n'y a pas eu d'autre rapport sur cet incident, car cet agent fut le seul survivant. Le SCP-973 a tué 9 autres agents et a pris la fuite. Bien que l'on pense que l'équipe de la Fondation ait pu blesser la créature anormale, elle n'a été ni maîtrisée, ni neutralisée de quelque manière que ce soit, et un nouveau signalement impliquant le SCP-973 a été fait 9 jours plus tard. La capacité du SCP-973 à apparaître dans un nouvel endroit et la difficulté rencontrée pour le contenir lui ont valu une classification Euclide bien méritée. Les quelques 60 km d'autoroute sur lesquels il apparaît sont surveillés par satellite en permanence et la circulation entre 22h et 4h30 du matin est redirigée vers un axe non autoroutier par la force si nécessaire. Malheureusement pour la Fondation SCP et les usagers de l'autoroute, ces protocoles de sécurité ont nécessité de fréquentes mises à jour. Car si la zone où le SCP-973 exerce son comportement prédateur est bien connue, le moment de la journée où il apparaît et la zone où il opère évoluent constamment. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-745, les phares, pour découvrir une autre anomalie qui vous fera vous demander si vous devez encore conduire la nuit. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous explorons toujours plus en profondeur les archives classifiées de la Fondation SCP.